Chapitre 5. Avec les maquisards. Mon affectation à la wilaya 1 est définitivement écartée. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. J'ai rejoint la LN pour combattre sous la bannière de l'Algérie et non pas sous celle de mon village. Je prends contact par l'intermédiaire de Slim Saadi avec les camarades qui se trouvent auprès du commandement à Ghardimao pour leur demander d'intercéder en ma faveur afin que je puisse quitter l'instruction et rejoindre les unités opérationnelles. Slim Saadi connaît bien Bou'anan et pour cause. Il est passé par là. Quelques jours passent et le colonel Nasser me convoque. J'emballe mes quelques affaires, y compris un Leidenfield 303, et grimpe dans le véhicule mis à ma disposition. Au moment où le chauffeur est sur le point de démarrer, le lieutenant Bou'anan, embarrassé, me souffle dans l'oreille. « Ils ont besoin de toi pour quelque temps seulement. Après, tu reviendras ici. » Il ne sait pas que je pars le cœur léger, satisfait d'avoir pu mener à bien, malgré des entraves sans nombre, la formation du peloton. J'ai pu même sélectionner les meilleurs éléments pour le MALG, le ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, éléments dont les qualités d'observation, de discrétion et d'efficacité pouvaient parfaitement convenir à certains départements spéciaux que Abdelhafid Boussouf commence à créer. Certains feront une longue et utile carrière au service de l'Algérie. Ils y étaient encore en 2016. Aujourd'hui, les souvenirs de mon passage malgré moi à l'école défilent parfois. Je ne suis pas mécontent de cet épisode de ma carrière militaire. J'ai connu des hommes admirables et j'ai formé de bons soldats. Les connaissances que j'ai acquises dans les écoles françaises, je les ai transmises à mes frères de combat, modestement, avec mon cœur et sans aucune arrogance. Beaucoup parmi les cadres issus de mes pelotons sont tombés au champ d'honneur. D'autres ont terminé leur carrière comme officiers supérieurs. Certains sont encore à ce jour en activité avec le grade de général et même de général de corps d'armée. Mon arrivée à Ghardimao coïncide avec la refonte du commandement de la zone 1. Le colonel Nasser, qui me reçoit en personne, me lance sans même me laisser le temps de respirer. Vous êtes désigné comme adjoint militaire au chef de la zone 1, puis, il précise, adjoint politique et militaire. Je quitte le bureau du chef d'état-major en proie à un léger vertige. Comment vais-je m'en sortir, moi qui n'ai aucune expérience du combat? Comment vais-je me comporter au milieu de baroudeurs confirmés, moi qui sors à peine de l'adolescence? Finalement, mon baptême de feu se passe bien, si bien même que je suis adopté rapidement par l'ensemble des djounos de la zone. Chedli Benjdid est secondé par Ahmed Tarkhouch et Abdelkader Abdellaoui, tous les deux anciens étudiants de l'université tunisoise Zitouna. J'arrive au poste de commandement de la région par une journée pluvieuse, guidé par un vieux briscard. Cheib Hamed a de la prestance, grande taille, épaules larges, visage taillé à coups de serpe et moustache à l'ancienne. Avec ses cartouchières sanglées en croix sur sa vareuse, il ressemble à un ataman cosaque. Je rencontrerai beaucoup de ces maquisards grands, amples du buste, qui portent le lourd 303 comme une vulgaire carabine US. Dans la zone 3 de la base de l'Est, le vieux Ben Allala, copie conforme de Cheib Hamed, figure sur d'innombrables rouleaux de pellicule. Cheib Hamed, que je rencontrerai de temps à autre après l'indépendance, a un vocabulaire bien à lui pour décrire les situations et les hommes. Il utilise un mot à la place d'un autre, égarant irrémédiablement toute approche rationnelle de sa phrase. Au début des années 1980, j'étais chef de la 5e région militaire à Constantine. Il était venu me voir. Il avait été rendu à la vie civile dans la foulée des départs à la retraite du début de la décennie 1970, comme beaucoup de moudjahidines, au moment où Abdelkader Chabou était secrétaire général au MDN. Je me souviendrai longtemps de son inimitable « Yessi Khaled, Chabou al-Khabith, Khallani Nfrouti ». J'ai mis longtemps pour comprendre que l'extraordinaire Cheib Hamed voulait dire « Nfroudi », frauder. Le photogénique ancien coureur de Jbel était devenu chauffeur de taxi clandestin. Le PC est installé dans une hutte au milieu d'un bois. Je suis frappé par l'habitat des paysans de cette partie de l'extrême nord-est de l'Algérie. Les murs des maisonnées sont faits de clés de broussailles, raidis par des tiges droites et annelées d'un arbuste rappelant le bambou. Elles sont recouvertes par du chaume placé dru et serré. Mon premier contact avec le PC de la zone 1 est une scène dont un imagier aurait pu s'inspirer.
J'en garde un souvenir fait d'impressions, d'odeurs et de couleurs fortes. Les grands chênes, les herbes d'un vert gavé d'eau, les arbustes touffus et les buissons proliférants exhalent une haleine vaporeuse, dense, qui dilue dans sa profondeur les apparences des objets et des êtres. Les nuages noirs qui cachent le soleil ajoutent de l'ambre à l'ambre du sous-bois. Je marque un instant d'arrêt sur le seuil de la porte. Je ne distingue d'abord rien d'autre qu'une tache rougeâtre, mais de cette rougeur que l'estampe de la cendre rend douce au regard, c'est un brasero. Tout autour, un cercle de silhouettes aux contours incertains. Peu à peu, mes yeux s'accoutument à l'obscurité, puis quelqu'un souffle sur l'âtre, l'avivant brusquement. Les visages se révèlent, les regards sont tendus vers moi. Les présentations sont vite faites. Il y a là Chedli Benjdid, Tahar Zbiri, Mohamed Chebila et une poignée de maquisards. Tahar Zbiri, ainsi que je l'apprendrai par la suite, est à la recherche d'une opportunité de passage à travers le barrage pour rejoindre l'Aurès, où il vient d'être nommé membre du commandement de la wilaya. Cheib Hamed sera mon premier mentor pour une connaissance rapide des hommes et des lieux. Notre territoire opérationnel est une large bande de terrain courant le long de la frontière, de la Cale jusqu'à Meunier, futur Ain el-Karma. 2 unités de 200 à 300 hommes y opèrent, l'une aux environs d'Annaba, le lac des oiseaux et Blandan inclus, l'autre dans la plaine de la Chafia, la montagne de Bouabed et autour de Combe, futur Merdes. Chedli me conduit au PC de la 3e région où je rencontre Abdelkader Qara. Qara et moi-même partagerons beaucoup de choses, y compris les éclats ravageurs d'un obus. Nous en conserverons l'un comme l'autre des séquelles. Un jour, Abdelnour, commandant de la 1re région de la zone 1, activant dans les régions de Blandan et de Annaba, m'avoue sans aucune sorte de dépit, lorsque je t'ai vu pour la première fois accompagnant Chedli, j'ai dit à mon entourage, en plaisantant, « Qui est ce jeune homme ?» Il ferait un bon tireur de fusil mitrailleur 24/29. Et voilà que tu es mon supérieur. Après une nuit passée au PC, je me rends en compagnie de Qara dans le secteur tenu par Cheib Abda, qui dispose d'une section de 50 à 60 hommes et de 3 mitrailleuses allemandes de type MG45. Le lendemain, au cours d'une séance de tir, je montre aux Junoud autour de moi comment exécuter le tir au jugé à la mitraillette. Il faut mettre l'arme appuyée sur la hanche en regardant la cible, le bout du canon à 1 mètre au-dessous de l'objectif, leur dis-je. Pendant que nous nous exerçons, des détonations d'artillerie retentissent. Elles viennent de Djbel el-Bellot. Nous décidons de nous y rendre. Nous nous faisons accompagner par la section commandée par Bouzina. À l'approche des lieux, le chef de section, Chabi, rencontré sur le chemin, nous informe qu'un commando français les avait suivis la veille du harcèlement du village de Zitouna, ex-Toussaint. Il a profité de la nuit pour occuper une position dominante, derrière des rochers et des bosquets touffus. À l'aube, Chabi envoie son adjoint à la tête d'une patrouille afin d'éclairer les environs. Il tombe dans une embuscade. Il est tué et son fusil Mauser pris par l'ennemi. La section que dirige Selmoun, composée de Junoud aguerris, entre en contact avec l'ennemi et essaie de le déloger à coups de mitrailleuses et d'obus de mortier de 45 mm. Je remarque l'absence de l'aviation et je note également que les tirs de l'artillerie manquent de précision. Je comprends que l'ennemi est dépourvu de liaison, ce que nous confirmons par la suite lorsque nous récupérons les postes de transmission endommagés. Le chef de région me demande « Qu'allons-nous faire ?» La question me responsabilise. Je suis flatté, mais je ne sais encore de la guerre que la théorie. De la crête boisée où nos moudjahidines sont aux prises avec les soldats français, un large talweg descend jusqu'au piémont du Jbel. Le site se compose de 2 compartiments de terrain, 2 étroits plateaux clairsemés de chênes. Je propose à Qara de positionner la section que commande Bouzina dans le lit de l'Oued, à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Acculés, les soldats français finiront bien par emprunter l'Oued. Quelques instants plus tard, nous entendons les 3 mitrailleuses de la section du Talweg reconnaissables à leur cadence de tir. Pris entre 2 feux,
L'ennemi déboule sur le plateau de l'autre côté de l'Oued. Je troque ma carabine US contre un fusil Mauser qu'Njundi me prête pour la circonstance. Quand on utilise cette excellente arme d'une façon posée, on est à peu près sûr de faire mouche. Quelque temps plus tard, j'arrive sur les lieux où se trouvaient les Français. Le malheureux soldat que j'avais visé avait les mains crispées sur la gourde qu'il avait réussi à porter à ses lèvres avant de rendre l'âme. Nous récupérons une quarantaine d'armes, dont 2 mitrailleuses AA-52 et la carabine Mauser que nous avait été prise le matin même, en plus de treillis, de rangers Palladium, de porte-grenades et de filets de camouflage individuels qui se portent en cache-nez. Nous aurions fait plus ample moisson, n'eût été la nuit et la fatigue. Nous passons la nuit au mont Kef el-Bachir avec un prisonnier légèrement blessé par des éclats de grenades. Il sera remis plus tard avec d'autres soldats français à la Croix-Rouge internationale. Le lendemain matin, nous assistons du haut du mont à la récupération des corps par les Français venus en renfort sous la protection d'hélicoptères et de blindés. Des civils qui habitent non loin du lieu de l'accrochage nous apprennent que l'unité ennemie a eu de nombreux morts. Seule une vingtaine de soldats s'en est sortie indemne. Les Moudjahidines arborent fièrement la fameuse casquette Bijar. Mes compagnons me font l'honneur de me créditer du succès de l'opération. Je suis adopté. Les bonnes choses que j'entends ce jour-là m'incitent à avoir un comportement particulier vis-à-vis des Djounoud, fait d'humilité, de proximité et d'affection. Cette expérience m'enseigne que plus on donne l'exemple, plus l'homme de troupe est capable de miracles. Je ressens comme tout le monde l'angoisse qui précède le combat. Ce sentiment devient peur quand on ne sait pas le maîtriser. Turenne, maréchal de France, a donné une excellente définition du courage. Tremble, carcasse, mais tu trembleras davantage quand tu sauras où je vais te mener. Je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne. Je considère que mon devoir est d'être au cœur de l'action. Le sentiment du devoir accompli m'emplit d'une joie particulière. Un privilège douteux. Avant mon baptême du feu à Jbel el-Ballout, le chef de la zone me convie à faire une tournée dans la première région. Je suis sur le départ lorsque le secrétaire, Rabah Ben Houmana, me demande de le rejoindre dans ce qui lui fait office de bureau. Là, il exhibe une liasse de billets de 50 dinars tunisiens. Coquette somme. Étonné, je demande si les unités sont ravitaillées. Il répond par l'affirmative et confirme ce que je savais déjà. Les régions reçoivent des fonds destinés au ravitaillement. Et quand cela est possible, elles vivent aussi sur l'habitant. Et cet argent alors? Mes besoins quotidiens se limitent à un paquet de cigarettes par jour, tu sais, lui dis-je. C'est la façon de faire habituelle des responsables. Chaque fois que l'un d'eux visite ces unités, nous mettons à sa disposition de l'argent liquide pour répondre à tous les en cas possible, me répond-il. Je mets l'argent dans ma poche et prends congé de Ben Houmana. Arrivé à la première région en compagnie du chef de la zone et dès les présentations faites, je m'enquière de la situation militaire. Le tracé exact des lignes fortifiées, le détail des obstacles qu'elles présentent, l'avancement des travaux sur les tronçons en chantier, la présence des soldats, leurs points d'appui, leurs effectifs, les endroits où ils opèrent et la densité de la population civile algérienne dans les centres dits de regroupement, etc. Nous dînons tous ensemble. Les veillées sont longues au maquis. Les hommes discutent de tout et de rien en sirotant un thé accompagné de cacahuètes, délicatesse que le chef de la zone a fait acheter dans une de ces épiceries qui subsistent encore dans les campagnes et qu'on grignote autour d'un brasero en jouant quelquefois aux cartes. Je me retire, n'étant pas moi-même un mordu des jeux de société. L'occasion m'est donnée de voir un chef de zone faire profiter certains des privilégiés pour sûr de ses largesses. Cette façon de faire ne me convient pas. Je me promets de rendre l'argent dans son intégralité à Ben Houmana, ce que je ferai en le priant de m'épargner à l'avenir d'être regardé comme quelqu'un dont la venue signifie bonbons, mais plutôt rigueur, discipline et action.